Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la radio Passion Culturelle RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Chaque vendredi à 21h, notre équipe vous donne rendez-vous sur la RPC, Radio Passion Culturelle, pour l'émission littéraire, le livre en question. Le livre en question, c'est l'espace exclusif des auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez entrer en contact avec nous via ces coordonnées, par email contact@larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77. Par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la découverte de quelques auteurs. Plus précisément pour ce jour, nous allons vous présenter les auteurs Amadou Kourouma et Odette Roy Fombron. Partons tout de suite à la découverte de notre premier auteur, Amadou Kourouma. Amadou Kourouma est né le 24 novembre 1927 à Boundiali, en Côte d'Ivoire, et mort le 11 décembre 2003 à Lyon, en France. Amadou Kourouma est né de parents guinéens d'ethnie malinké, une ethnie présente dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Son nom signifie guerrier en langue malinké. Son père est marchand de noix de cola. Il fit donc une partie de son enfance à Togobala, en Guinée. Ce lieu a constitué un des cadres de Les Soleils de l'Indépendance, sa première œuvre. Sous la responsabilité de son oncle Fondio, il fréquente l'école rurale de Boundiali à partir de l'âge de 7 ans, dès 1935. Il poursuit ses études à l'école régionale de Korogo en 1942, à l'école primaire supérieure de Bingerville en 1943 et à l'école technique supérieure de Bamako en 1947. 2 années plus tard, il est renvoyé de l'école pour avoir conduit des mouvements estudiantins et retourne en Côte d'Ivoire en tant que tirailleur au bataillon autonome de Côte d'Ivoire à Bouaké. Cette période coïncide avec les luttes pour les indépendances des colonies africaines. Il est arrêté pour insubordination après avoir refusé de prendre part à des interventions visant la répression des manifestations de Rassemblement démocratique africain RDA. Comme sanction, il est emprisonné, dégradé et forcé de se rendre en Indochine. De 1950 à 1954, il est renvoyé comme tirailleur sénégalais en Indochine à titre disciplinaire, avant de rejoindre la métropole pour suivre ses études de mathématiques et d'actuariat à Lyon, en France. En 1960, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il revient vivre dans son pays natal. En 1961, il travaille comme sous-directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais il est très vite inquiété par le régime du président Félix Houphouët-Boigny. Il connaît la prison avant de partir en exil dans différents pays dont l'Algérie. Là-bas, il participe à la création de la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance. Il quitte l'Algérie pour la France en 1969. Il est embauché dans une banque parisienne et occupe le poste de sous-directeur d'une des agences à Abidjan en 1971. Amadou Kourouma est aussi un grand athlète. Il est champion de saut en hauteur en Indochine et champion de saut en hauteur à l'Université de Lyon. Il a remporté plusieurs titres sportifs. Il vit également au Cameroun et au Togo avant de revenir vivre en Côte d'Ivoire. En 1968, son premier roman, Les Soleils des Indépendances, porte un regard très critique sur les gouvernants de l'après-décolonisation. En 1972, il tente de faire représenter sur scène sa pièce de théâtre Touyantigui ou Le 10 heures de vérité. En 1988, son deuxième roman Monnaie, outrage et défi retrace un siècle d'histoire coloniale.
En 1998, son troisième roman, En entendant le vote des bêtes sauvages, raconte l'histoire d'un chasseur de la tribu des hommes nus qui devient dictateur. À travers ce roman, qui obtient le prix de livre inter, on reconnaît facilement le parcours du chef d'État togolais Yassimbe Eyadema et diverses personnalités politiques africaines contemporaines. En 2000, son quatrième roman, Allah n'est pas obligé, raconte l'histoire d'un enfant orphelin qui partit rejoindre sa tante au Libéria. Il devient enfant soldat. Ce livre obtient le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycées. La même année, il est récompensé pour le Grand Prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. Au moment de sa mort, il travaillait à la rédaction d'un nouveau livre. Quand on refuse, on dit non. Une suite d'Allah n'est pas obligé. Le jeune héros, enfant soldat, démobilisé, retourne en Côte d'Ivoire à Daloa et vit le conflit ivoirien. Ce roman est publié à titre posthume en 2004. Kourouma est marié à une Française rencontrée pendant son séjour à Lyon et il est père de 4 enfants. 11 ans après sa mort, en novembre 2014, sa dépouille est transférée de Lyon en Côte d'Ivoire. Écoutons maintenant Lydia Antoine qui nous présente ici notre deuxième auteur, Odette Roy Fonbrun. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de l'émission littéraire Le Livre en question, bonsoir Simplice. Madame Odette Roy Fonbrun. Elle est née à Port-au-Prince, en Haïti. Odette Roy Fonbrun est diplômée de l'école normale d'institutrice. Elle part en 1945 aux États-Unis pour poursuivre des études d'infirmière pendant 1 an à Boston. Elle a ensuite ouvert le premier jardin d'enfants et le premier fleuriste professionnel d'Haïti. Elle a passé un long séjour à Cuba entre 1950 et 1954 aux côtés de son mari ambassadeur. Elle y apprend l'art floral. Elle a reçu un docteur honoris causa en décembre 2002 de l'Université royale d'Haïti à Port-au-Prince, Haïti. Écrivaine prolifique de fiction et de non-fiction, elle a publié des manuels, des romans policiers, des articles de journaux et de magazines. À partir de 1959, Fonbrun s'est exilée pendant 27 ans. À son retour en Haïti, elle a été associée à la rédaction de la nouvelle constitution du pays. Elle a eu 100 ans en juin 2017. Elle a aussi publié des études dans la revue de la Société haïtienne d'histoire et de géographie et des travaux d'histoire comme Le drapeau et les armes de la République, l'Haïti des Indiens et un résumé de description de Saint-Domingue, de Moreau, de Saint-Méry. En juin 2020, le ministère de la Culture et de la Communication lui rend hommage à l'occasion de sa 103e anniversaire et en octobre 2020, elle lance un message public aux Haïtiens. Restons toujours avec Lydia Antoine qui nous lit ici le message adressé au peuple haïtien par Odette Roy Fonbrun à l'occasion de ses 103 ans d'anniversaire. Je suis triste d'être sur le point de partir en laissant mon pays en lambeaux. J'ai 103 ans. Inutile de vous dire qu'après avoir tant lutté pour mon pays et sa jeunesse, combien je suis triste d'être sur le point de partir en laissant mon pays en lambeaux. Nos élites divisées et la majorité dans la misère, à la merci de gangsters et d'assassins sans foi ni loi. Tous les jours, il est question de craser, briser, de brûler biens publics et privés, même des écoles et centres universitaires. D'énumérer les noms de nouvelles victimes ou groupes de victimes, comme ceux des drames de la Saline et de Saint-Louis-du-Nord, où des centaines de maisons sont détruites et les habitants tués par 2 gangs qui se disputent. Comment envisager l'avenir? Des élections et meetings politiques sont-ils possibles au milieu de cette débâcle et de ce virus du Covid-19 qui impose distanciation et port de masque? Pourra-t-on produire et distribuer aux électeurs les millions de cartes d'identité indispensables dans cette atmosphère de troubles et de destruction? Quelles options sont souhaitables ou même possibles? Pour répondre à ces questions,
J'affirme qu'il est indispensable de planifier et d'organiser une vraie combite nationale. L'incontournable conférence nationale tant souhaitée qui décidera de la voie à prendre pour l'avenir du pays. Quelles que soient vos convictions politiques, vos options actuelles, que vous soyez du gouvernement, de l'opposition, de la société civile, de confessions religieuses diverses ou malheureusement de gangs, vous êtes tous des citoyens haïtiens et vous avez l'obligation d'appuyer et de participer à cette rencontre nationale, sans exclusion ni exclusive. Vous pouvez vous inspirer des propositions de la conférence épiscopale des évêques des 17 et 18 août 2002. Étaient présents Turnep Delpé, les évêques Monseigneur Prière André Dumas et Monseigneur Nunez Joseph Amari Noël, Docteur Josette Bijou, moi et tant d'autres. Nous étions sur la bonne voie, mais hélas, malgré les avancées, le crasé brisé, le boulet généralisé, le pays loc ont pris le dessus. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il nous faut en plus la participation intelligente de modérateurs expérimentés, neutres et déterminés pour conduire les échanges et faciliter la préparation et le suivi des accords. J'affirme que la présence de tels modérateurs est indispensable à la réussite de toute conférence nationale. J'affirme aussi qu'il faut que chacun s'élève à la hauteur de vrais citoyens en acceptant de faire des sacrifices personnels en faveur du pays, de la stabilité politique et économique, du retour à la voie constitutionnelle et au renforcement des institutions. Il est impératif d'arrêter cette descente aux enfers en ayant chacun de nous l'humilité de reconnaître que seuls, ni en petits groupes dispersés, nous ne pouvons rien. Qu'aucun de nous ne détient la solution idéale pour remettre le pays sur les rails de la paix et du développement. Qu'il faut le tête ensemble. Ce n'est plus le moment de penser pays loc, renversement de gouvernance ou décision unilatérale d'autorité. L'histoire nous a prouvé à maintes reprises quelles sont toutes des options qui ont échoué et plongé le pays et les citoyens dans la misère. La sagesse et l'amour du pays nous imposent de travailler ensemble à freiner la violence et la destruction inadmissible de nos institutions, de nos valeurs morales et civiques, de notre intelligence, de notre patrimoine historique et culturel, pour entamer enfin avec honnêteté les échanges constructifs indispensables. Il vous faut vous accorder sur des options de sagesse pour un avenir constructif et inclusif. Je vous dis au revoir avec tous mes vœux de paix et de bonheur pour tous. Madame Odette Roy Fonbrun, Fondation Odette Roy Fonbrun pour l'éducation. Merci à toi Lydia Antoine. L'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression un point d'orgue. Ceux que le solfège n'effraie pas et qui peuvent donc déchiffrer une partition aussi facilement que d'autres, lisent des hiéroglyphes, savent parfaitement que ce qu'on appelle le point d'orgue, au sens propre, est ce signe qu'on trouve au-dessus d'une note et qui indique qu'il faut marquer un temps d'arrêt. Suspendre la mesure sur une durée plus ou moins longue. Et si ce signe s'appelle ainsi, c'est parce que si elle est jouée à l'orgue, la note en question reste soutenue pendant la durée du repos. Mais pourquoi le point d'orgue a-t-il au figureux le sens de moment intense, alors qu'il s'agit normalement d'un silence, sauf à l'orgue? Donc plutôt d'un moment calme, faisant dire à certains qu'il s'agit là d'un contresens. Une interprétation évoque le fait que dans une partition musicale, un silence soudain peut être considéré comme un moment fort.
N'oubliez pas que Sacha Guitry a dit quelque chose comme « Quand on écoute du Mozart, le silence qui sue est encore de Mozart ». Tout imprégné qu'on est par la force du morceau qui vient de se terminer. C'était l'expression de la semaine, un point d'orgue. Une virgule musicale avec Ansi Kiamwangana qui nous chante un remix de Azalaki Awa, de Gato Vivens du Congo RDC. Azalaki Awa, pembeni nanga, esika kei ekabolinga na ye na mobembo ngako mosika distance na kati ye na ngambo ngai na ngambo tango mosusu soki nakanisi ndenge otozalaki epesi nga kobanga moto nalingi akoma mosika natondi na basouvenir na motema nalela na nani nasalako nini nakendeko wapi nakomise kobanza ngai moko azalaki se awa sheri akei na ye alobaki nanga kozonga suka se akoya azalaki se awa sheri akei mosika alobaki nanga ya kozonga suka se akoya lelo nandimi baye baloba solo maladi ya bolingo eza na kisi te bolingo lokola elanga ya rosa ekoli yo motema batela yango malamu na nsima ya mikolo tosala malasi partout tokokende topakola yango kuna ozali olotokonga ata na suka ya pongi pona bika pasi na motema eza kosenga présence na yo nakomise koyemba ngai moko azalaki se awa sheri akei na ye alobaki nanga kozonga suka se akoya azalaki se awa sheri akei mosika alobaki nanga ya kozonga Notre rubrique en librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Zemmour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Maskilili, auteur Dani Loni, qui est aussi chroniqueuse dans cette émission. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers de Force Invisible, auteur Béatrice Obi-Teki. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, qui est aussi collaborateur sur cette émission. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin, qui est chroniqueur sur cette émission. Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. En entendant mon combat contre l'endométriose de Sylvie Jean Lavallée. Jeune africain et caribéen face à l'avenir de Jean-Célestin Edjenké et Philomé Robert. Et enfin, Cannabis, insecte de mensonge et d'hypocrisie de Pierre Médel Guéhi.
Une virgule musicale ici encore avec une pensée pour les enfants de la rue en Haïti. Notre rubrique, l'actualité du livre. Dans la rubrique, l'actualité du livre, écoutons le poète Jonel nous lire un poème. 1000 poèmes de Jonel. Sayyidina Muhammad Rasulullah sebele Kelemaninde Kelemaninde Sini malute Kelemaninde. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam. Dunya yɛrɛ ye tumam kelen di an ka sabali Jonel naraya kana kuma dunya fɔ mɔgɔ mana sa dumi ka dunya bana an du ka ɲuman kɛ dɔ ye sanga ni kunkurunin ye nkalon mana bɔri ɲɔgɔn ɲama a bɛ ɲɛ ye don dɔ la. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Libérez ces poètes qui ont oublié leur rôle dans la cité. Je suis le seul responsable, le coupable des 1000 poèmes apposés sur vos murs. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, Ismaïl, tu détestes l'Occident, pourtant tu lui tends la main pour avoir de quoi te mettre sous la dent. Tu l'accuses de tes crimes, cependant il n'est jamais présent lorsque tu tues tes semblables. Tu dis que c'est lui qui te vend les armes, mais est-ce qu'il t'apprend aussi comment ôter des armes? Et toi Isa, tu accuses Dieu dans tes défaites, mais lorsque tu gagnes, tu glorifies ton intellect. Et toi le religieux, c'est au nom de Dieu que tu gagnes ton argent et c'est dans ton quartier que meurent de faim des enfants. C'est cette hypocrisie que vous voulez taire que j'ai réveillée. Ma plume n'a épargné personne de ces hommes qui violent jusqu'aux femmes qui attendent leurs droits de l'homme. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Et toi Bachir, tu détestes le roi, pourtant à sa présence c'est ton sourire que l'on voit. Tu veux sa place pour apporter un changement, mais que fais-tu en attendant? Et toi le roi Salam, comment peux-tu dormir la nuit alors que la moitié de ton territoire est entre les mains de tes ennemis? Et toi, Israël,
Tu nous chantes l'indépendance monétaire, alors aie la crampe de Touré, meurs pour tes idéaux comme Olympio. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, jeune homme, de quelle place parles-tu? À 30 ans, tu n'es impliqué dans aucune gestion de l'avenir. Toi, femme d'ici, de quelle liberté parles-tu? Et vous, vous autres, comment pouvez-vous voter pour un proche qui n'a ni vision ni programme? Comment pouvez-vous faire des enfants sous prétexte que Dieu les nourrit à vos places? Comment pouvez-vous mettre vos économies en pèlerinage pour après vous cacher pour pécher? Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve, peu m'importe. À présent, j'attends la sentence. Dieu. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dany Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ce jour, elle nous parle du livre Le jour où les Antilles feront peuple par Mathieu Gama, paru en auto-édition au cours des années 2000. Écoutons Dany Loni. Bonjour à tous, bonjour Simplice, ravi de vous retrouver, bienvenue pour un nouveau coup de cœur littéraire et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée à l'essai Le jour où les Antilles feront peuple par Mathieu Gama, paru en 2020 en auto-édition. Mathieu Gama est un écrivain français originaire des Caraïbes. Il est né en 1978 à Aubervilliers. Il a créé en 2015 l'usine à rêve en Martinique. Il est également secrétaire de l'association caribéenne Comparative Law Association, association caraïbe de droit comparé, le droit des gens à la commission voie d'exécution dans la Caraïbe. Il a étudié à l'université de Paris 12, puis a étudié à UAG campus de Fouillol et à LGT de Bembridge. Il dit lui-même qu'il sait juste écrire et vraisemblablement ce que je suis et ce qui me fait réagir. La quatrième de couverture de cet ouvrage. L'esclavage nous a appris à survivre, mais il nous a empêchés d'apprendre à vivre en peuple. C'est par ce terrible constat que Mathieu Gama pose la question fondamentale de l'ambition des populations des Antilles à faire peuple. C'est au travers d'une réflexion très personnelle que l'auteur partage sa vision de l'identité antillaise, cette identité qui porte en elle le poids d'une histoire dramatique et le miracle de la résilience, une pensée qu'il nous livre en abordant avec clarté les concepts établis par d'éminents auteurs antillais, de Césaire à Fanon, en passant par René Ménil ou Jackie Dahomey, mais également par des artistes plus contemporains. Cet ouvrage éclaire d'un jour nouveau la psyché antillaise, dressant en 3 actes une analyse sans concession des réflexes comportementaux qui altèrent l'ambition collective au sein de la communauté antillaise de l'époque esclavagiste à nos jours. Mais quelle est cette communauté? Quel est donc ce nous? Comment des populations tant malmenées par l'histoire pourraient-elles parvenir à se construire un destin commun? Loin de tout fatalisme, l'auteur des livres manifeste empreint d'espoir et nous propose sans prétention des pistes de désaliénation économique, sociale et psychologique à l'échelle individuelle et collective pour une seule et même aspiration, celle de faire peuple. Le jour où les Antilles feront peuple est un formidable exercice de projection mentale dans un navire radieux tout aussi ambitieux que bouleversant qui nous invite indubitablement à changer notre façon d'appréhender et considérer les Antilles françaises. C'est donc dans une écriture fluide et souvent teintée de souvenirs personnels que l'auteur guadeloupéen s'attache à asséner sa vérité avec bienveillance. Cet essai d'une centaine de pages s'achève sur le champ des possibles qui s'offre au peuple des Antilles, comme une inspiration, une prière, afin d'éviter de répéter des comportements liés à certains traumatismes. Les extraits. Premier extrait. Les traumatismes subis durant plusieurs siècles se sont insidieusement inscrits dans le génome des populations colonisées et réduites en esclavage. Les conséquences traumatiques se sont continuellement manifestées dans les générations suivantes du fait des réminiscences de ce passé traumatique. Cela a été scientifiquement prouvé et il n'y a pas lieu d'en douter. Second extrait. La Guadeloupe et la Martinique sont d'anciennes colonies, d'anciens territoires asservis et pillés de leurs forces vives pour aider au rayonnement français par-delà les mers.
Grâce à tous ces territoires conquis, la France est présente sur l'intégralité du globe. Et elle est ainsi la deuxième puissance maritime mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, dont l'État français peut librement exploiter les ressources, or, pétrole, pierres précieuses et minerais en Guyane. Mais aussi contrôler le commerce maritime et de le taxer dans ses nombreux ports. La France se gauze de cette domination, mais elle pourrait se montrer plus active et innovante dans les projets de dépollution des mers. Un grand pouvoir n'entraîne-t-il pas toujours de grandes responsabilités? Troisième extrait, l'intervention du député de la Guyane, Gabriel Serville, en commission parlementaire au mois de mai 2019. Les décisions qui concernent les Antilles ont rarement été satisfaisantes car elles ne sont pas prises pour le développement de nos zones, mais bien pour satisfaire à cette culture coloniale du rayonnement de la métropole. Les Antilles, comme toute colonie digne de ce nom, restent à ce jour au service exclusif de la métropole et l'organisation institutionnelle et administrative de nos territoires en traduit très bien le principe. Mon propos concerne la Guyane, mais je constate que dans beaucoup d'administrations et de services déconcentrés de l'État, on voit arriver beaucoup de fonctionnaires, des métropolitains. Ce n'est pas que je sois en train de faire un distinguo entre les uns et les autres, mais ce sont des réalités objectives. Et cette réalité fait que sur le territoire, certaines personnes commencent à dénoncer ce qui ressemble à une sorte d'apartheid institutionnel. Je pense qu'il faudrait que l'on soit extrêmement vigilant pour ne pas donner à nos populations le sentiment d'une fonction publique à deux vitesses. Une vitesse pour les originaires des Outre-mer qui se font blackbouler chaque fois qu'ils font la demande d'être affectés dans leur territoire d'origine, et une autre vitesse pour des époux, des épouses de fonctionnaires, de militaires, de gendarmes, pour lesquels on arrive toujours à trouver des solutions, pour lesquels on arrive toujours à trouver l'emploi, tandis que chez nous, particulièrement, notre jeunesse continue à espérer. Je le dis avec beaucoup d'agacement parce que la méthode est contestable et je veux la contester. Et je veux aussi la dénoncer. Cette méthode qui consiste à prendre les décisions qui nous concernent sans que nous en soyons informés. Je vous le dis, collègues, je commence vraiment à en avoir assez. Alors je ne sais pas comment cela se passe dans vos territoires respectifs, mais je peux vous dire que sur le territoire de la Guyane, il y a une espèce de reprise en main des services de l'État qui sont en train de restaurer une sorte de super gouverneur en la personne du préfet qui va gouverner le territoire comme si l'on était au temps des colonies et cela sans pour autant consulter les parlementaires que nous sommes. Je trouve la méthode contestable et foncièrement condamnable. Fin de citation. Mathieu Gama explique aussi que par assimilation, il faut entendre la doctrine politique et philosophique qui tend à faire disparaître les particularités propres à un peuple et à tuer sa personnalité collective pour lui inoculer une autre. Pour poursuivre, il est ajouté que les Antillais et les Guyanais deviennent alors les descendants des Gaulois de Vercingétorix, de Charles Martel, de Louis XIV, de Colbert qui rédigea le Code noir, de Napoléon Bonaparte qui rétablit l'esclavage en Guadeloupe et ordonna à ses troupes de tuer tous les hommes qui refusaient de se soumettre. Mon sentiment sur cet ouvrage. Avec cette réflexion, l'auteur nous explique toute la composante complexe de la population caribéenne et de ses états d'esprit face à son passé douloureux et à la fracture identitaire résultant de la déportation des aïeux venus d'Afrique dont ils sont la descendance. En effet, la traite négrière et son commerce d'êtres humains n'a pas facilité aux afro-descendants des Antilles à transmettre leur histoire à leurs futures générations. Mathieu Gama s'efforce de donner un éclairage sur les différentes étapes qui ont mené à ce que les Antillais sont ce qu'ils sont aujourd'hui, un grand peuple métissé qui fait leur force. Il retrace le chemin qu'ils ont parcouru parce que coupés de leurs racines africaines, les Antillais ont dû se forger une identité nouvelle, plus adaptée aux multiples changements pendant la longue traversée de l'esclavage, changements tant géographiques que généalogiques. Dans cet essai, les lecteurs devineront que le but est de comprendre la force, la volonté des Caribéens de s'extraire de leur douleur,
de faire vivre leur territoire avec sa diversité, ses traditions, sa culture, ses repères ancestraux, son histoire faite de héros, de femmes valeureuses dont ils peuvent être fiers. Mathieu Gama développe avec brio ce qu'ont pu endurer les Antilles et la Guyane depuis la traite transatlantique, en passant par la colonisation et à ce jour, depuis la départementalisation, aboutir à leur lutte pour plus d'égalité, d'équité, de liberté par rapport à la France hexagonale. Il livre une vérité que tout le monde a besoin de savoir, afin d'appréhender les phases d'une évolution tardive, mais cependant prévisible, d'un avenir plus rayonnant que les populations des Antilles espèrent et attendent. Cet ouvrage n'est pas non plus un livre d'histoire, mais un condensé des principales causes des traumatismes qu'ont engendré la période esclavagiste dans les îles et les bouleversements qui en découlent dans les mentalités des insulaires de la Caraïbe. Pour les lecteurs, il sera plus aisé de prendre de la distance en ayant une parfaite connaissance de l'histoire et de ne plus ressentir une complexité pesante sur cette réalité. Pour les uns, ce sera un tremplin culturel et pour les autres une vérité libérée pour pouvoir enfin aborder l'avenir sereinement puisque moins douloureux. Depuis l'Afrique, beaucoup d'eau a coulé et les Caribéens se sont depuis créé une identité propre. Une langue, des recettes culinaires, des carnavals reconnus dans le monde pour la plupart. Des artistes sont nés, des écrivains, et tout cela grâce à leur formidable courage, et cela, Mathieu Gama a su le faire entendre à travers son écriture. L'auteur se veut serein quant au devenir de ce qu'il désigne comme son peuple. Il sait d'où il vient, il sait où il va parce que demain, et ce ne sera plus un rêve, il espère que ce jour viendra où les Antilles feront peuple. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour: si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle. Proverbe africain. Votre émission, le livre en question, prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission Le J d'Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses et chroniqueurs Lydia Antoine, Lucrèce Taïro, Daniel Loni et Phénis Jasmin pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées. Émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77. La RPC, la radio Passion Culturelle, par email, contact@larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans nos studios qui se trouvent au 141 avenue de Velum à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On finit en beauté avec notre ami Philippe Bonner dans le titre On the Road to Connemara. À très bientôt.